Rapidement, on va passer là-dessus. Moi, je voulais vous parler du climat. Là, juste pour qu'on comprenne là où on va et là où on doit faire adapter nos systèmes. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré, en France, on a les données météo qui sont devenues accessibles sur le site de Météo France, donc on peut exporter les données de ces 40 dernières années, et du coup, on peut voir ce qui se passe. Typiquement, sur la ferme, donc j'ai pris la station qui est juste à côté, on a deux phénomènes. Donc nous, dans notre secteur, annuellement, on prend 780 mm d'eau à l'année. Là, sur ces dernières années, et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé les 30 dernières années, donc la période 1965 à 1995, avec les 5 dernières années. Donc je suis parti de 2016 jusqu'à 2020. Là, ce qui se passe quand on compare ces périodes-là, on a perdu de la pluviométrie. Donc on perd maintenant quasiment 60 mm. Donc c'est quasiment 10% de notre pluviométrie que l'on a en moins. Et on a pris plus 1 degré. D'accord? Après, ce qui est intéressant, c'est ça. Et pour moi, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à comprendre pas mal de choses. Ce qui se passe, c'est que les moins 60 mm, on les perd quasiment exclusivement sur la période printemps, été et début d'automne. D'accord? Et c'est vraiment le ressenti qu'on a également en plaine. Par contre, sur les phases fin d'automne, hiver et début de printemps, on a les pluviométries qui sont quasiment linéaires entre nos périodes de référence. Le phénomène qu'on voit sur la pluvio, on voit exactement la même chose sur la température, donc on fait plus 1 degré. Par contre, après, quand on regarde les températures minimales et les températures maximales, il fait beaucoup moins froid, ça c'est sûr, et l'été, il fait également beaucoup plus chaud. Ouais. Donc, ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est qu'on va être vraiment sur des effets saison qui vont être de plus en plus marqués. On va être sur des automnes, sur des étés-automnes avec beaucoup moins de pluviométrie, beaucoup plus de chaleur. Donc on va avoir de plus en plus de complexité pour implanter nos couverts, nos colzas, nos semis de blé également, ou nos premiers semis d'escourgeons. On va être, je pense, de plus en plus en difficulté, ou arracher nos betteraves. Voilà. Et c'est ce qu'on ressent depuis les dernières années, on a ces phénomènes-là. Et après, à contrario, on a d'autres phénomènes, c'est qu'en hiver, il fait de moins en moins froid. Donc là, on s'ouvre une possibilité, c'est de la production de biomasse sur la période hivernale, début de printemps. Là, je vous ai mis, sur ces 5 dernières années, les différents aléas climatiques auxquels on a été confrontés. Et on a un phénomène également de croissance, c'est qu'en 2015, on a eu un mois de juin extrêmement sec. En 2016, je pense que tout le monde se souvient de 2016, mais on a eu énormément de pluviométrie très concentrée qui a impacté lourdement nos cultures d'automne, d'été, de céréales. En 2017, nous sur la ferme, on a eu un gros orage au mois de juillet. Et après, 2018, on a eu des températures extrêmement froides au printemps. On a eu également de la pluviométrie lourde sur le mois de juin. Et on a eu une sécheresse automnale. L'année 2019, au final, elle a été à peu près normale, sauf un gel printanier. Par contre, on a vu l'été, je dirais jusqu'au mois d'août, tout allait bien. Puis après, on a vu l'été extrêmement sec, l'automne, pareil, en tout cas début d'automne, pareil. Puis après, là, on a pris beaucoup d'eau, ce qui a complexifié en tout cas toutes nos implantations d'automne. Donc on voit vraiment une croissance en tout cas des événements qui sont un petit peu extraordinaires. Donc ce que je vous disais, en fait, il y a deux stratégies. On peut voir soit le verre à moitié plein, soit le verre à moitié vide. Ce qui est sûr, c'est que ça devient de plus en plus compliqué pour les cultures de printemps parce qu'elles n'ont pas le temps de s'enraciner, elles n'ont pas le temps de capter l'azote, de se mettre en place, qu'elles commencent à se prendre les périodes, les hausses de température et la pluviométrie moindre. Les déchômages sont de plus en plus compliqués. On déchaume, mais on n'arrive même plus à faire germer les adventices parce qu'on a très peu de pluviométrie d'été. Les couverts d'été, les couverts de cives, on le voit très clairement, c'est que si on n'apporte pas de technicité sur les implantations, on se retrouve vite en défaut et souvent sur les tonnages qui sont inférieurs à 2-3 tonnes de matière sèche, ce qui peut faire poser en tout cas certaines questions.
Et les implantations d'automne également, c'est un peu plus compliqué. Et après, à contrario, ben, on voit, on a l'état sanitaire des cultures d'automne, enfin les blés, les escourgeons, ben, qui sont beaucoup plus saines, parce qu'on a moins de pluviométrie, donc du coup beaucoup moins de maladies. Les couverts longs, ben, on voit également, ils répondent bien, ils sont très productifs. Les couverts relais, donc c'est quand on fait un couvert court, on fait un couvert relais derrière, typiquement une févrole en pur, qu'on plante après derrière un gros couvert biomax. Ben, moi, je m'aperçois au fur et à mesure du temps que c'est là où je produis également des belles biomasses, et je suis en croissance sur ces biomasses-là, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et également sur les cives de printemps, ben, on fait des très belles cives de printemps. Enfin, je pense sur la méthanisation, voilà. Et les cives d'été sont un peu plus compliquées. Alors, on va passer rapidement sur le contexte pédoclimatique. Là, moi, je vous ai listé quand on bascule, on effectue sa transition. En fait, on a 6 grandes étapes à opérer. Le premier point, c'est de connaître l'état de ses sols. D'accord ? On ne va pas se lancer comme ça à l'inconnu. On va se reposer sur nos sols, donc on va chercher à les caractériser, à les comprendre. Le deuxième point, c'est la rotation. Voilà. On va revoir notre système de rotation, et ça, c'est extrêmement important. Ça ne coûte pas extrêmement cher à revoir, mais c'est extrêmement porteur, notamment sur la gestion du salissement et la gestion de la fertilité. Ensuite, on va apprendre à intensifier le végétal, donc à intensifier nos productions de biomasse. Et ça, on va voir comment. Ensuite, on a toute la gestion de la fertilité et de la fertilisation, qu'on va devoir appréhender de façon différente. Et après, une fois que tout ça tourne, ça c'est déjà le cœur, c'est la base, ça il faut faire tourner le volant, et voilà, il faut que ça se mette en place. Bah après, on va commencer à faire des aménagements sur notre territoire pour continuer à développer la biodiversité. Et on va également, parce que je m'aperçois au fur et à mesure, plus j'avance, plus je suis amené à revoir mes programmes phytosanitaires pour les adapter, parce que si je ne les adapte pas, je ne passe pas. Voilà. On parlait tout à l'heure de la dégradation des pailles, ça c'est un exemple très concret, mais j'en ai des dizaines d'exemples comme cela sur la ferme, où si je n'adapte pas mes programmes phytosanitaires, je me retrouve scotché à l'automne avec des pailles qui ne se dégradent pas, et du coup des implantations de cultures dans les couverts qui sont beaucoup plus complexes à opérer. Voilà. Donc en fait, ce que je m'aperçois, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on rentre dans ce système-là, de fait, à un moment, on n'a pas le choix, c'est qu'on est obligé d'adapter ces pratiques, notamment phyto, à la baisse, pour pouvoir faire fonctionner son système. Voilà. Et ça, des exemples comme ça, je peux vous en sortir plein, mais de fait, on est obligé de rentrer là-dedans. Aujourd'hui, moi, ce que je vois sur les fermes, c'est qu'il faut être très prudent quand on se lance et bien connaître ses sols. Voilà. Il y a des fermes, je le dis de façon... Quand vous êtes, allez, pour faire simple, quand vous êtes supérieur à 2% de matière organique, vous êtes sur des pH qui sont entre 6,5 et 7,5, vous avez déjà 80% du travail qui est fait, et on sait que ça va être un succès quand vous allez déployer votre ferme. Par contre, après, quand vous êtes sur les taux de matière organique en dessous, quand vous avez des problématiques d'acidité, vous allez avoir une vie biologique qui est nettement en retrait, et là, tout va être plus compliqué. En tout cas, on va avoir une période de transition qui va devoir s'opérer pour pouvoir passer correctement votre transition. Oui. Vous parlez de taux de matière organique, vous parlez de carbone ou taux d'humus ? Humus. Ok. Voilà. Quand on parle de taux de matière organique, c'est important, mais on se met toujours on part toujours du taux de matière organique en fonction de la composition de la granulométrie, donc en fonction des sols. Donc plus on va être argileux, plus notre taux de matière organique il doit être élevé. Voilà. Donc en fait, en sol léger, quand on est allé entre 1,5 et 2,5, 3, voilà, c'est des notions où on doit être comme cela. Après, sol moyen, bah, le top, sol moyen, c'est les sols sont limoneux. Il faut qu'on soit autour de 2, pour faire simple. Et après, les sols argileux, bah, ce qui est bien, c'est d'être autour de 3, 4, c'est souvent les normes. Quoi. Du coup, ce que je vous ai construit, c'est cette matrice-là, qui est pas, vous allez vite la comprendre. Vous avez en ligne, vous avez les pH, en colonne, vous avez les taux de matière organique, en fonction des types de sols. D'accord. Et donc après, sur les parcelles, bah, vous arrivez vite à vous mettre dans les cases et à voir qu'est-ce que vous avez à faire. D'accord. Donc c'est ce que je vous exprimais. Hein. Quand vous êtes entre 6 et 7,5, et après, si vous en avez des sols, on va prendre un sol limoneux, vous êtes supérieur à 1,8, ou vous êtes autour de 2, ou 2 ou supérieur en matière organique.
là vous pouvez y aller et on sait que ça va fonctionner. Si par contre vous avez une problématique de pH, d'acidité, ça il faut en même temps qu'on fasse le déploiement, qu'on la traite. On va avoir des phases où il faut qu'on maintienne le travail de sol parce que si à un moment vous ne jouez pas sur le travail de sol pour vous prémunir des problématiques d'acidité comme cela, on le voit, c'est très compliqué et surtout au printemps, en fait, lors des phases de reprise de végétation, on voit des plantes qui se bloquent, qui se referment et on peut perdre jusqu'à 30-40% de rendement si on n'arrive pas à s'adapter sur ces choses-là. Voilà, et là, du coup, derrière, pour chaque cas, je vous ai mis des actions à avoir, et c'est souvent à la parcelle, ça dépend des cas, pour traiter ces points-là. Okay, donc on est sur des phases où on intensifie nos apports de matière organique, on intensifie également nos couverts. Quand on est acide, on réalise des cholages. Oui. Au niveau des agriculteurs qui viennent se former chez vous, Oui. le profil des agriculteurs, vous avez parlé, c'est des fermes de plus en plus grandes, mais par rapport au type de culture, Oui. est-ce que nous, on est sur un secteur où il y a, moi je parle pour moi, des flancs, culture industrielle, Oui. d'accord? Donc est-ce que ça fonctionne aussi? Est-ce que pour ce type de culture-là, c'est plus compliqué ou pas? C'est la même chose. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. On peut envoyer les agriculteurs se former, même s'ils sont en culture industrielle. C'est la même chose. Après, ce qui se passe en culture industrielle, voilà, faut se dire les choses, mais on a un rapport au travail de sol qu'on n'est pas forcément prêt à couper au démarrage. Voilà. Donc on est amené à revoir les rotations pour être peut-être potentiellement sur des rotations un peu plus longues. Et après, voilà, si les personnes aiment faire de pommes de terre, où ils disent moi je fais de la pomme de terre et il faut que j'arrive à labourer pour passer, le labour ne nous choque pas. Après, derrière, on enchaîne des beaux couverts, on part sur 5-6 ans, on fait des gros couverts, on améliore la structure de sol. Mais après, il faut faire des cultures également qui sont rentables et il y a une notion de production qui est derrière qui est importante. Okay. Pour revenir à la rotation, il y a combien de temps vous avez arrêté la betterave? Et depuis Nous, combien de temps vous avez planté du sarrasin? Sur la betterave, nous on a arrêté quasiment en même temps que le lait, donc c'était en 2012. Alors clairement, oui, ça nous a aidé, mais en fait, avant de faire notre transition, on faisait déjà des betteraves en TCS, on était quasiment sur le suivi direct, on faisait des gros couverts, on travaillait juste très superficiellement et on implantait nos betteraves comme cela. Donc on faisait déjà beaucoup d'agronomie autour de la betterave, voilà. Et même si on a arrêté la betterave, on fait du maïs, et le maïs c'est quasiment, moi je le considère quasiment plus technique que la betterave à réaliser, notamment par rapport enfin il y a un degré à respecter pour que le maïs lève et s'implante en bonne qualité, ce qu'on n'a pas sur la betterave. Voilà. Et après, le sarrasin, on en parlera après, ça ne dérange pas. Okay, donc voilà. Ça, c'était le premier point extrêmement rapide, mais je pense qu'il y a beaucoup de diagnostics à faire. En tout cas, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on fait des profils. C'est très intéressant de faire des profils pour voir. Quand on fait des profils, tout de suite, on voit ce qui se passe dans vos sols. Quelles ont été vos habitudes? Est-ce que vous étiez en TCS ou en labour? On retrouve l'arrêt de labour, on retrouve vos profils de TCS, on retrouve tout. On voit la vie biologique. C'est très important de la quantifier également, voir si vous avez beaucoup de vie biologique ou pas. Donc moi, ce que je fais sur la ferme, je fais toujours deux choses. Au printemps, j'ai 7 parcelles de référence sur lesquelles je fais des comptages de vers de terre. D'accord. Pour chaque parcelle, sur 5 points différents de la parcelle que j'ai repérés, et ce qui permet de comprendre la vie biologique, comment elle évolue sur mes sols. Et ça, c'est... Moi, quand je me suis mis à faire ça, ça m'a ouvert les yeux sur mes pratiques culturales et sur qu'est-ce qui était nocif ou pas dans mes pratiques culturales sur la vie biologique. Ça, c'est le premier point. Et après, le deuxième point que je fais tout le temps également l'été, sortie été, début automne, juste avant mes implantations d'automne, c'est que je fais des pesées de biomasse. D'accord. Donc, je pèse les biomasses de mes couverts pour me rendre compte de la quantité de biomasse que j'ai produit et qu'est-ce que je dois adapter pour produire plus. Voilà. Et ça, on en parlera après, mais c'est extrêmement intéressant à faire. Alors, construire son système de culture. Je vois beaucoup, et je pense peut-être trop, d'agriculteurs qui me contactent en disant « Julien, dis-nous, est-ce que je dois investir dans un semoir à dents ou un semoir à disque? C'est quoi ta vision ?» Et à ça, je réponds à chaque fois, je dis ok, pour répondre à cela, il faut déjà se poser son système de culture pour définir quel est ton besoin. Est-ce que ton besoin, c'est un semoir à dents ou un semoir à disque? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a... En fait, le marché aujourd'hui du machinisme s'est orienté énormément sur le semoir à disque. Pourquoi? Je ne sais pas. Le semoir à dents, il commence à apparaître, mais un petit peu en retrait. Et pourtant, le semoir à dents, c'est un super semoir qui coûte très peu en entretien.
voilà, on est sur des coûts d'entretien 2-3 euros l'hectare. Semoir à disque, on est à 6, 7, 8 euros l'hectare sur les coûts d'entretien, de disque, ainsi de suite. Et aujourd'hui, quasiment 80% du marché est orienté sur le semoir à disque et les agriculteurs se posent peu la question. Et en tout cas, ce que je vois, c'est qu'ils posent peu le système de culture avant de faire un choix d'investissement. Et des choix d'investissement qui sont quand même conséquents. Alors, on se parle de semoirs qui sont à 15-20 000 euros du mètre. Je pense que faire des décisions comme ça, il ne faut pas les prendre à la légère. Il faut en tout cas choisir un outil qui corresponde à son besoin. Alors, comment ça marche ? Là, je vous ai mis à peu près au propre le système de culture qu'on a fait sur la ferme quand on a géré notre transition, pour faire très simple. Donc, vous voyez les 1, 2, 3, 4, 5, ça, ce sont nos années culturales. D'accord ? Nous, une ferme essentiellement céréalière, donc ce qu'on faisait beaucoup, ce qu'on fait toujours beaucoup. On commence souvent par une légumineuse en tête de rotation, parce que ça nous ramène de la fertilité, on part déjà sur une bonne base pour asseoir notre système. Ensuite, derrière ça, on implante un colza. D'accord, ça c'est ma deuxième culture. En troisième, derrière un colza, on fait un blé. Après mon blé, je fais un escourgeon. Et après mon escourgeon, je fais un maïs. Voilà. Ça, c'est j'enchaîne mes cultures. Entre mes cultures, ce qui est indispensable, c'est de venir caler des couverts. D'accord ? Et à chaque fois, on doit avoir des couverts. Donc là, ce qu'on faisait beaucoup, c'est... soit on était sur des pois, soit on était sur des févroles. Souvent, on déchaumait superficiellement, sur 2-3 cm pour recréer un peu de germination. Et, pour pas que ça coûte trop cher également, on se reposait sur ces repousses de pois ou de févroles qui créent déjà des beaux niveaux de biomasse. On monte sur 3 tonnes, vous les faites sans problème avec ce type de repousse. Et on n'a pas... investir dans des couverts, alors on sait qu'on implante un colza derrière sur lequel on implante quasiment après la moisson, c'est pas justifié du tout. Du coup, derrière, après, on implante un colza qui profite de la fertilité du pois. Comment tu gères tes repousses Bon, on attend les repousses, on fait glypho et on implante en direct dans les repousses notre colza. Et souvent en direct sans travaux de sol parce que derrière des pois, vous avez juste les fans, mais ça se dégrade extrêmement vite. Vous avez de la fertilité, en semis direct, ça s'opère très très bien. Contrairement quand vous faites un colza derrière un blé, si vous implantez à dents, c'est pareil, ça s'implante extrêmement bien. Si vous implantez à disque, c'est un peu plus compliqué, parce que vous avez les pailles qui se dégradent mal, pour avoir des limaces, et voilà, là l'enclenchement est... Ce qu'on fait quand on implante des colzas, on implante également du trèfle sous couvert. Ce qu'il faut imaginer de plus en plus maintenant quand vous allez voir nos colzas, quand vous en été, vous dites « Ah, ils sont beaux tes couverts ». Non, c'est pas un couvert, c'est un colza. Là, on associe, moi sur la ferme, on associe à cette espèce notre colza. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans la grosse production de biomasse. Et de plus en plus, on fait tout pour que ça se fasse du colza, mais je considère beaucoup également mon colza comme un couvert. C'est-à-dire que si à un moment mon colza, on rentre dans une période de sécheresse et j'ai pas le résultat attendu, mon objectif c'est d'avoir le maximum de plantes pour avoir beaucoup de biomasse et pour être capable de dire mon colza, pour moi c'est un couvert et je bascule en culture d'automne parce que mon colza n'a pas poussé avec la sécheresse et voilà. Et du coup, on cherche également à mettre faire des beaux colzas, à mettre le minimum d'argent dedans en termes de désherbage. On investit beaucoup dans les semences, dans la fertilisation, et dans le désherbage, on fait extrêmement attention à nos programmes, ce qu'on voyait un petit peu ce matin. En tout cas, on est dans cette logique-là pour pouvoir être très, très flexible. Niveau insectes ? Comment ? Niveau insectes ? Alors, colza, on en parlera juste après le colza. Okay. Donc, dans le colza, on met également du trèfle blanc qui demande, qui demande beaucoup de précision dans l'implantation. Donc, c'est entre 0,5 et 1 cm, pas plus, voilà, si vous voulez avoir des beaux. Et après, il faut beaucoup d'humidité. Mon ressenti sur le trèfle, c'est que ça devient de plus en plus compliqué de faire des beaux couverts de trèfle derrière un colza. C'est de plus en plus dans les livres, cela. Et là, et mine de rien, c'est comme un investissement, la semence de trèfle. Donc ce qu'on fait de plus en plus là, c'est on recharge après la récolte du colza, là où les trèfles ne sont pas correctement implantés, ou pas suffisants, en tout cas à notre goût, on vient recharger en févrole et vesse. Et donc là, on est très précis dans ce que l'on fait. C'est ce que en fait, on attend que les colzas soient au stade de feuilles. Souvent, on passe un coup vers sa paille, on attend que le colza soit au stade de feuilles. Dès qu'ils sont au stade de feuilles, quasiment un petit peu avant,
on vient implanter en direct nos févroles et VES, et on met un coup de glyphosate qui va nous séparer quasiment de toutes les repousses. Et du coup, on recharge comme cela nos champs de colza, d'accord, pour pouvoir nous reposer après quand on implante un blé sur un couvert qui est déjà bien implanté. Ensuite, on vient semer le blé sous couvert. Derrière le blé, entre le blé et l'escourgeon, là j'ai une centaine de jours. Donc je viens implanter un couvert multi-espèces. Donc là on est sur 12-13 espèces que l'on met ensemble, sur lequel on va chercher à maximiser le biomasse, enfin la biomasse produite. Donc l'objectif là c'est d'arriver à cracher autour de 4 tonnes de matière sèche pour ce couvert-là. Et après ça, on vient implanter un escourgeon directement sous couvert. Ça, c'est des choses qui s'opèrent extrêmement bien. En fait, la rotation, je vous l'ai écrit comme ça, mais maintenant, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. C'est-à-dire que, une fois que j'ai enclenché pois, colza, trèfle, et que j'ai commencé à enclencher ma fertilité, et que j'ai un bon niveau de propreté de mes parcelles, je pars sur du blé sur blé, ou de l'escourgeon sur escourgeon, ou de l'escourgeon derrière blé, pendant plusieurs années. En gros, tant que je suis propre et je suis sur des coûts d'herbages qui sont faibles, donc en dessous de 60 € au hectare, je continue en blé sur blé ou en escourgeon sur escourgeon. Et c'est là où sur nos fermes on fait les meilleurs rendements parce qu'on arrive à produire beaucoup de biomasse. Quand vous faites des gros couverts multi-espèces entre 2 blés ou 2 escourgeons, vous gommez les problématiques de maladies qu'on peut avoir en blé sur blé, style piétin, style fusa, toutes ces choses-là qu'on a souvent en blé sur blé, notamment les premières années. On sort des très bons rendements, c'est simple en termes de production. On est juste sur deux semis, herse à paille entre les deux. Voilà, des cultures qui sont faciles à vendre, sur lesquelles il y a de la demande. Et ça, pour nous, c'est un système très très bien où on arrive à mener une super lutte dicotylédone pendant plusieurs années là-dessus. Vous arrivez à faire des gros couverts entre 2 blés? Entre 2 blés, on arrive à faire des super couverts, oui. Entre escourgeon, en fait, en final, entre escourgeon blé et blé, j'ai le même niveau de biomasse. Il y a plus d'us entre blé et escourgeon. Même pas. En fait, sincèrement, la biomasse, C'est de l'eau alors. On se met quand, on a... Comment? à quelle date ça fait tout? Nous, on sème tard. Enfin, c'est tard. On sème très... L'école, c'est quand? 1er juillet? Escourgeon, maintenant, oui, mais on est autour du 5-6 juillet, c'est plié maintenant les escourgeons chez nous. Et après, blé, souvent au 1er août, maintenant au 1er 5 août, c'est fini, quoi. Vous semez vos escourgeons, des blés colorés. Non, escourgeon, on sème maintenant, on décale de plus en plus nos dates de semis. Donc on est autour du 15-20 octobre, tant pour les blés que pour les escourgeons. Et ça, c'est extrêmement important. En fait, on peut se permettre de faire cela. Pourquoi? Parce qu'on a, on a des gros couverts devant. 2, on s'applique énormément sur la gestion de nos pailles. On s'applique également sur la gestion des mulots. Parce que quand on est en paille sur paille, on a les mulots qui explosent. Et il faut vraiment avoir beaucoup de précautions sur la gestion des mulots. Et après, le dernier point, et non des moindres, bon, bien sûr, c'est la fertilisation. Et j'ai perdu le fil. Oui, on sème plus tard. Et semer plus tard, la date de semis, elle est fondamentale sur le niveau de salissement des parcelles. Voilà, on peut discuter longtemps, mais entre un blé semé le 1er 5 octobre et un blé semé le 20-25 octobre, le niveau de salissement, il n'a juste rien à voir. Et même en semis direct, quand vous perturbez peu le sol, quand vous semez très tôt, vous avez quand même des relevés de raies graves vulpins, et là, vous rentrez dans un prélevé, un poste, puis au printemps, l'automne, l'hiver, ça repart, on ne s'en sort pas. Voilà. Donc en tout cas, nous, on a trouvé un fonctionnement dans ce mode-là. Blé sur blé, escourgeon sur escourgeon, on sort des bons rendements, on produit de la biomasse, on voit en tout cas, des gros progrès en termes de fertilité, et ça coûte pas cher à produire, quoi. Voilà. Derrière un escourgeon, ça nous arrive de faire du sarrasin en dérobé. Sarrasin en dérobé, c'est pareil, j'ai évolué pas mal sur cette chose-là. Moi, ce que je m'apercevais, c'est que le sarrasin en dérobé, souvent quand on fait un sarrasin en dérobé derrière l'escourgeon, on tourne à une tonne nette. Voilà. Donc, bon, si vous avez trouvé des moulins avec lesquels vous travaillez bien, vous allez vendre ça entre 500 € la tonne. Bon, ça vous fait une petite marge. Mais souvent derrière, quand vous enchaînez, il ne faut surtout pas enchaîner un blé derrière un sarrasin, même si la structure est très très belle. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le sarrasin, vous avez un laps de temps qui dure 6-8 semaines, sur lequel vous avez l'effet allopathique qui se poursuit.
Et il accepte très mal les pailles sur paille avec un sarrasin, quoi. Donc ce qu'on fait de plus en plus, enfin, j'en parlerai après. Ouais, enfin, ce qu'on fait de plus en plus, en fait, c'est de faire des sarrasins en culture principale. Et comme on a pas mal d'unités de méthanisation autour de chez nous, c'est qu'on fait un gros couvert relais qu'on envoie en méthanisation et on enchaîne un sarrasin en culture principale. Et le sarrasin en culture principale, bah là, vous êtes sur des rendements supérieurs, vous êtes entre 1,5 tonne et 2 tonnes. Donc là, en termes de rentabilité, ça n'a plus rien à voir. Et ce que vous envoyez en méthanisation, c'est pareil, vous arrivez à largement couvrir vos charges et vous dégagez de la marge là-dessus. Et ça, ce sont nos meilleures marges de la ferme, quand on envoie ça en méthanisation, plus le sarrasin en culture principale. Et derrière, vous arrivez à implanter, vous récoltez un petit peu plus tôt votre sarrasin, vous êtes moins sous le stress, vous arrivez à mieux travailler votre marchandise, et vous arrivez à mieux implanter vos cultures derrière, parce que vous récoltez un petit peu plus tôt. Voilà. Du coup, je pense, enfin en tout cas, moi c'est ma vision, c'est que le sarrasin en dérobé, il faut vraiment se méfier, c'est que ce que vous allez gagner sur votre culture dérobée, vous risquez de le perdre sur votre culture principale qui va derrière. En tout cas, c'est ma vision, c'est pour l'avoir vécu, c'est mon sentiment. Du coup, vous allez dépenser beaucoup d'énergie pour au final être sur le même niveau de marge. Moi, je suis de plus en plus convaincu dans ces systèmes-là, parce qu'il faut vraiment faire, c'est de se concentrer sur une seule chose, c'est la production de biomasse, sur le niveau de fertilité, et de soigner extrêmement bien vos cultures principales. Quand vous rentrez là-dedans, vous allez faire cracher votre système. Voilà. Vous allez faire des gains de rendement. Ou mettre du sarrasin pour l'avoir en couvert, pour avoir des semences pour son couvert. Oui, mais du coup, tu vas le faire en dérobé. Ouais. Mais dérobé, concentrez-vous sur la production de biomasse. Quand on se concentre sur la production de biomasse, derrière, ça crache. Et tout est simple. Voilà. Et du coup, vous allez être efficace. OK ? Et derrière, ce qu'on fait, du coup, sarrasin en dérobé, on enchaîne un couvert, enfin, un couvert relais. Donc, on fait souvent un couvert de févrole. Et derrière le couvert de févrole, on fait un maïs. D'accord ? Parce que pour nous, c'est important, si on a un sarrasin en dérobé, il faut arriver à casser le cycle là d'alléopathie que l'on a et être toujours dans une logique de production de biomasse. Même si j'ai fait un sarrasin sur lequel j'ai pris la culture, je fais une biomasse pour venir alimenter mon système. OK ? Vous avez compris ce fonctionnement-là ? Si vous avez dit tantôt, ce sont soit des pots ou févrole en culture de vent, Ouais. en légumineuse. Vous Oui. avez pas peur d'avoir trop de févrole dans la rotation au niveau sanitaire, vous en mettez dans vos couverts? Non. Enfin, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de problème de maladie sur nos févroles. Voilà, ça tient bien. Après, ce qui se passe, c'est que dans nos couverts, typiquement, là où, quand on en met devant là-haut et on en met derrière, c'est les deux moments où on est quasiment pur en févrole, à autour de 200 kg. Après, typiquement dans les couverts multi-espèces, la févrole elle est dosée à 10%. On a souvent ces remarques-là sur, je ne sais pas, tiens, tu mets du colza dans tes couverts, tu n'as pas de problématique. En fait, quand on dose les plantes à 10-15%, on n'a pas la pression maladie qui se suit au niveau de la rotation. En tout cas, c'est ce qu'on voit. Après, En 5, comment tu sèmes ton maïs dans le... Ouais. Alors, je réponds à ta question juste après. Là, derrière, une fois qu'on a fait ça, on positionne nos semoirs. Donc là, on a deux types de semoirs. Pour implanter nos couverts multi-espèces, c'est dans les pailles, on sème au semoir à dents. Pour implanter l'escourgeon dans le couvert multi-espèces, on est au semoir à disque quand les pailles sont dégradées, au semoir à dents quand les pailles ne sont pas dégradées. Quand on sème le sarrasin derrière l'escourgeon, comme il y a beaucoup de paille, on sème au semoir à dents également. Et après, pour implanter notre maïs, ce que l'on fait, c'est qu'on travaille superficiellement les sols, donc sur 3-4 cm pour casser l'horizon, pour réchauffer les sols, et on vient implanter soit avec un semoir monograine, soit avec notre semoir de semis direct à disque. D'accord ? Là, on n'a pas encore essayé le semoir à dents. Voilà, le semoir à disque, ce que l'on fait, j'ai un tutoriel, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais vous pouvez aller voir. On sème, en fait, on est 2 rangs ouverts côte à côte, 3 rangs fermés, 2 rangs ouverts, 3 rangs fermés. On récolte en 80 en moissonneuse-batteuse. C'est des choses qui se font extrêmement bien. Et on mélange notre semence avec un support neutre, donc soit avec de l'engrais type sonar, qui est un petit bouchon qui permet à avoir la semence qui n'est pas... Parce que si vous ne mettez pas un support neutre avec la semence, ça va faire des pokés en fait. Vous allez vous retrouver avec 2 grains qui tombent en même temps dans le distributeur, qui vont se retrouver côte à côte. Et du coup, vous avez beaucoup de pokés. Je dirais, vous avez 5-6% des graines, vous avez des pokés. Et le fait de diluer avec un support neutre, vous arrivez à bien repartir sur le rang, sur les doubles rangs, les semences de maïs. Voilà.
Ça, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Il faut faire très attention, c'est de ne pas trop appuyer sur la ligne de semis pour ne pas bloquer par le froid la germination, parce que vous pouvez renfermer le froid. Donc il faut vraiment semer superficiellement, être au niveau de l'humidité. Mais c'est des choses qui se font, le doublon qui se fait très très bien, récolter ça va très bien. Enfin, c'est pas, le réglage du soir, c'est pas compliqué. Enfin, tout est, non, ça c'est bien. Pas de binage. Le binage, on commence à s'y intéresser fortement. Notamment avec, moi je suis convaincu à un moment qu'on n'aura plus de glyphosate. On va faire tout pour l'avoir, mais on a de très fortes chances qu'à un moment, sur le long terme, il nous coupe le glyphosate. Et du coup, là, on est en train de se documenter pour commencer à se mettre à biner, pour avoir des maïs qui soient extrêmement propres. Voilà. Pour arriver à implanter des blés ou des escourgeons derrière les maïs grains, parce que le maïs, c'est une super plante pour nettoyer les sols. Voilà. Il y a des super programmes phyto qui nous permettent de nettoyer les parcelles qui sont, sur lesquelles on a des pratiques de salissement. Et voilà, après, tu pouvoir enchaîner les céréales derrière à moindre coût. Ok, ça c'est pour les semoirs à dents. Et après, les semoirs à disque, on vient les implanter, on vient les positionner pareil pour les semis de pois, pour les semis de colza, pour le semis de blé, pour le semis de couvert derrière sarrasin, parce que là, les pailles ont quasiment disparu. Et également pour l'implantation de maïs ou le semoir en ligne pour le semoir de maïs également. Ok. Et donc, vous voyez, dans un système comme cela, quand un agriculteur m'appelle en me disant hey, « quel semoir tu utilises ?» je te dis « moi, tu as plutôt intérêt à investir dans un semoir à disque. » Okay, parce que j'ai 5 semis sur mes 5 années qui sont réalisés au semoir à disque et 3 qui sont réalisés au semoir à dents. Et là, on arrivera à sortir des pailles avec un travail léger, superficiel, pour arriver à implanter nos cultures. Quoi. Il n'existe pas des marques de semoirs qui font des éléments interchangeables Non, il y a une seule marque de semoir néo-zélandais qui le fait, qui coûte extrêmement cher. Voilà. Après, moi je suis intimement convaincu d'une chose, c'est que si demain vous voulez avoir une ferme qui tourne bien, il faut arriver à avoir les 2 semoirs. Après, les gens sont très orientés sur les semoirs neufs. Vous pouvez avoir des semoirs d'occasion, des très bons semoirs. Il y a des semoirs costauds qui tournent bien. Les semoirs à dents, on est sur des budgets qui sont... vous êtes souvent à 10 000 € du mètre, voire moins, pour les semoirs à dents. Donc on arrive à faire des choses modestement également. Quoi. Il faut bien se documenter, il faut innover, il faut regarder. Si vous êtes bon bricoleur, vous arrivez à faire des choses vous-même également. Enfin, voilà, il ne faut pas être fermé. OK ? Donc ça, c'est l'exemple de la ferme. Ce qui est très important, parce qu'on voit souvent en rotation, c'est ça, c'est du 1-1. C'est-à-dire que vous avez pois protéagineux, vous allez lutter contre les graminées. Blé, vous allez mener une lutte contre les dicotes. Colza, vous êtes une lutte souvent contre les graminées. Blé, escourgeon, lutte contre les dicotes, et ainsi de suite. D'accord ? Là, en fait, dans ces systèmes-là, quand vous êtes comme ça en 1-1, c'est très très dur de vous sortir du salissement. Pourquoi ? Parce que quand quasiment toutes les espèces, le régras, le vulpin, toutes ces choses-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez des taux de décroissance. Et pour avoir un taux de décroissance élevé et être sur quasiment des repousses de régras vulpins qui sont à 0, un stock semencier qui est à 0, c'est pas sur 1 an qu'on fait ça, c'est sur au moins 2 ans, 2 ou 3 ans. D'où l'importance d'être en 2-2. 2-2, vous voyez, quand vous avez un assolement comme ça, vous modifiez juste cela, vous switchez le colza et le blé, d'accord, sur la rotation qu'on voyait tout à l'heure, et là, vous rentrez dans quelque chose de 2-2. En fait, vous avez les 2 premières années, vous allez mener une lutte poussée contre les graminées, d'accord, dans le pois et colza. Colza, vous avez le care, vous avez plein de solutions pour avoir des champs qui soient extrêmement propres. Vous allez avoir un taux de décroissance élevé. Et après, quand vous allez implanter un blé, vous devez avoir des champs qui sont propres, avec un stock semencier qui est extrêmement faible. Et du coup, là-dessus, vous allez vous concentrer sur, sur le fait de vider le stock semencier de dicotes. Et en fait, ce qui se passe dans les programmes phytosanitaires, quand vous les regardez, ce qui coûte cher, c'est quoi ? C'est de désherber des graminées, donc par exemple du régras, du vulpin dans du blé. Ça, les programmes, ça coûte cher. Si vous devez faire 2 passages, vous êtes à 100 €. Par contre, sortir des dicotes, ça coûte pas cher. Vous êtes à programme 15-20 €, vous faites des choses. Donc c'est très important d'être dans cette logique-là. Et quand vous rentrez dans cette logique-là, vous allez faire fondre vos coûts de désherbage et donc de chimie associée.
Ça, c'était pour un système simple. Maintenant, je vais vous présenter un système un peu plus élaboré. Donc là, typiquement, c'est ce qui se fait sur le domaine de Saint-Lubin, donc de Frédéric, où là, on est sur 6 années. Lui a fait le choix de rester en 1-1. Vous m'excusez, c'est un peu petit. Lui, en première année, il est sur un colza d'hiver. Okay. Ensuite, il est sur un blé tendre, en deuxième année. En troisième année, en fait, il est soit sur un tournesol, soit sur un lampe printemps. En quatrième année, il est sur un blé tendre. En cinquième, il est sur une févrole ou un pois d'hiver. S'il fait pois d'hiver, il fait un sarrasin derrière. Et ensuite, il repart sur un blé. Voilà. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il reste en 1, c'est un choix, parce que ça lui permet d'organiser peut-être mieux son travail, ses rotations, tout ça. Voilà, c'est purement un choix. Par contre, en fait, il gère beaucoup sur l'alternance des cultures. Donc il a beaucoup plus de cultures dans sa rotation pour arriver à casser ces cycles de mauvaises herbes. Et il ramène également comme cela beaucoup de fertilité dans son système. Donc ça, c'est le point de départ. Et c'est souvent avec les agriculteurs qu'on fait ce travail-là, ça c'est des choix. Il y a des agriculteurs, typiquement, ce que je vois beaucoup, c'est qu'il y a des agriculteurs qui sont en terre moyenne, ils disent, moi, je ne gagne pas beaucoup d'argent dans mes terres, je vais faire des choses très simples. Donc ils vont rentrer dans du blé sur blé, escourgeon sur escourgeon, gros couvert intermédiaire. Voilà, il faut que ça soit simple, que ça crache, peu de charge, et je fonctionne comme cela. Après, dans les fermes où il y a beaucoup plus de valeur ajoutée, là on est sur du lin, parfois il y a des betteraves, des pommes de terre, des choses comme cela, on est beaucoup plus sur des rotations comme ça, en 1-1. Derrière, on vient caler toutes les interventions. Donc là c'est en petit, vous m'excusez, mais on vient dire quel mélange de couverts je mets, quel niveau de fertilisation je mets sur mes couverts, sur mes cultures, quel semoir je mets en face, et voilà, on écrit tout. Donc là, il n'y a pas de surprise. Okay. Et après, c'est pareil, même chose, on vient mettre nos semoirs pour dire, en face de chaque culture, qu'est-ce que je mets en semoir. Donc le semoir à disque, le semoir à dents, même stratégie. Quoi. Okay. Et là, typiquement, dans son système, lui, majoritairement, il a 70% du temps, c'est le semoir à dents, à disque qui est utilisé. Et le semoir à dents, il est légèrement en retrait. OK ? Ça, c'est un exercice fondamental à faire avant de partir en semi-direct ou en agriculture de conservation. Et là, tout doit être réfléchi. Ça, c'est un travail de bureau. Hein. Vous ne pouvez pas partir dans des systèmes comme cela si ça, c'est pas posé. Voilà. Parce que on n'improvise pas. Votre niveau de fertilisation, il doit être défini. Vos enchaînements doivent être définis. Votre conception du couvert, c'est quelque chose qui est... quand on sème des couverts, on ne sème pas des couverts qu'on achète en coopérative. Nous, le couvert, il est extrêmement réfléchi. On est vraiment dans une logique de production de biomasse. Donc, il faut que ça crache. Donc, on ne laisse pas de place au hasard. Et le niveau de fertilisation est également extrêmement important. Voilà. Et c'est des choses qu'il faut qu'on réfléchir. Après, bien sûr, c'est écrit, mais ça nous arrive d'adapter des choses en fonction du climat, en fonction des incidents qu'on peut connaître, en fonction du niveau de biomasse des couverts. On adapte. Hein. Mais au moins, vous avez la trame. La rotation est calée. La rotation est calée, au moins pour le démarrage. Non, ce qui se passe après, en fait, moi je le vois, au démarrage, j'écrivais tout comme cela, j'étais vraiment dans une logique écrite. Et en fait, maintenant, depuis, ça fait 2 ans que j'opère, j'ai une vision totalement différente, c'est que je pilote beaucoup mon assolement en fonction de la production de mes biomasses. Je m'explique. En fait, sur la ferme, allez, pour faire simple, on a 4 cultures, on fait du blé, de l'escourgeon. Là, souvent, on a 90 hectares, entre 90 et 60 hectares. 60 hectares de maïs, puis après, on a 30-40 hectares, c'est des pois, févroles, colza. Je sais que j'ai cette masse-là, je commande mes semences, et après, je pilote en fonction de mon salissement et en fonction de ma production de biomasse. Ce que je vous disais, moi, tant que je suis propre en blé ou en escourgeon, je déroule, je fais blé escourgeon, couvert intermédiaire, je déroule. Voilà. Et donc souvent, le salissement, on le voit au mois de juin, c'est là où on a vraiment une très bonne vision de ce qu'il y a à faire. Quoi. Et donc du coup, au mois de juin, souvent, je prends des décisions sur où j'implante mes cultures d'automne. Et puis après, c'est pareil, au mois de septembre, quand je fais le tour de mes pesées de biomasse, quand je m'aperçois que j'ai un couvert qui n'a pas bien gazé, que j'ai un problème, parce que ça arrive, qu'on est à 2 tonnes et demie, là, je n'implante pas une culture d'automne sur ces types de couverts. Parce que pour moi, je n'ai pas le niveau de fertilité requis pour enchaîner.
Par contre, quand j'ai un gros couvert où j'ai 4 tonnes et demie de matière sèche, là, je sais que je peux envoyer. Et là où je n'ai pas mon niveau de matière sèche, ce que je fais, c'est que j'enchaîne un couvert relais, ce qui va me permettre d'aller chercher encore 2 tonnes de biomasse additionnelle pour arriver à mon besoin et d'enchaîner comme cela. Donc mais je pense qu'on peut faire ça qu'une fois qu'on a bien compris le fonctionnement. Ou après, il faut vous faire accompagner, mais c'est pas... Mais après, il faut mesurer, c'est important. Ce qui est important, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand... sur la ferme, alors tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais en tout cas sur la ferme, on a coupé nos apports de matière organique. D'accord ? Donc on tourne sans fumure de fond. On tourne uniquement à l'azote, localisé, et au soufre, et au 1846. Voilà, c'est nos trois éléments. Mais par contre, on a coupé nos fumures de fond. Vous verrez après quand on va vous présenter des calculs, mais quand notre caractéristique, nous, c'est chaque hectare de terre, on est à minima 4 tonnes de matière sèche produite, en couvert, d'accord ? Plus les résidus de culture. Et quand vous êtes à ce niveau de biomasse-là, vous avez un volant d'autofertilité qui est suffisant pour alimenter vos cultures qui vont derrière. Ok ? Et ça, enfin, pour moi, c'est fondamental. Et quand vous coupez vos fumures de fond, au début, ça choque, mais après, quand vous commencez à faire les calculs et vous voyez que votre niveau d'autofertilité est suffisant, ça tourne. Alors, le seul prérequis, c'est que tous les ans, il faut produire ce niveau de fertilité. Voilà. Et ça, pour moi, c'est fondamental, ce point. Ok ? Vous avez des questions ? Oui. Dans les travaux, suite à des conditions climatiques difficiles à la moisson, vous décompactez parfois ou pas ? Parce que le matériel va passer, Ouais. des traces, ou alors il y a déjà du décompactage. Non, on décompacte pas. Là, cette année, on a fait beaucoup de dégâts à l'automne. On a tout implanté en direct, c'est correct. On a eu 2 parcelles qui sont un peu délicats parce qu'on savait que c'était compliqué. Au final, on a quand même eu des beaux résultats pour les conditions dans lesquelles on a semé. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire extrêmement attention à toutes ces interventions. Et la moisson en particulier, parce que la moisson, c'est là où on a du trafic. Une moisson ou l'automne également. Hein. Les arrachages de betteraves, la récolte de maïs, récolte de pommes de terre, là vous avez du trafic. Le trafic, il faut qu'il soit contrôlé. Hein. Il y a pas de... Nous, on vit de la première trémie en marche, voilà, parce que vous avez des sols qui sont quand même beaucoup plus résilients. Mais vous faites du dégât quand même. Hein. Donc on vit de la première trémie en marche. Deuxième, systématiquement dans les trains de tonneaux. Enfin, tout le trafic est dans les trains de tonneaux. Et la deuxième, majoritairement, on essaye de la vider en bout de champ. Même chose pour les moissonneuses batteuses. Les moissonneuses batteuses, elles doivent être réglées nickel. Quand je dis nickel, il faut qu'il y ait une répartition des pailles qui soit optimisée. Optimisée, ce n'est pas uniquement les pailles, c'est surtout les menus pailles. Ce qui fait beaucoup de dégâts dans l'implantation des couverts, c'est la répartition des menus pailles. Les agriculteurs ne prêtent pas suffisamment attention à la répartition des menus pailles. Quand vous avez du travail du sol, en fait, vous ne vous rendez pas compte, parce que les menus pailles sont mixés dans la terre. Voilà. En semi-direct pur, si vous répartissez mal les menus pailles, je pourrais croire que vous allez voir, vous allez faire des... Ça fait des andins, voilà. C'est des andins de 1 mètre où le couvert, ça va faire des tout petits couverts qui ne vont pas pousser. Voilà. Donc c'est la répartition des menus, parce que les menus pailles, en fait, c'est extrêmement carboné. Le carbone remonte à la tête des plantes sur les fins de cycle. Et du coup, c'est extrêmement carboné, donc ça va manger extrêmement d'azote, beaucoup d'azote. Du coup, ça fait un mulch où ça bouffe toute l'azote nécessaire aux plantules pour croître, et du coup, elles stagnent, et voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de faucher haut pour avoir moins de paille ? Nous, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on fauche à 10-15 cm, on fauche au final assez bas, on répartit correctement les pailles, on passe un coup d'heure sa paille, et là, de plus en plus, on a fait quelques mondes d'essai cette année et on est convaincu du système, c'est qu'on va être amené à faucher après nos semis les éteules pour lutter contre les mulots. Voilà. Et ça, moi j'ai visité 2 fermes qui le font, qui n'ont pas de dégâts de mulots. Et là, nous, on voit commencer à apparaître... Avant, en fait, on n'avait pas de dégâts de mulots parce qu'on faisait toujours un petit peu de travail de sol l'été pour implanter nos couverts. Parce qu'on n'avait pas de semoir de semi-direct là-dedans. Du coup, on faisait un petit peu de travail de sol. Et ça nous aidait beaucoup dans notre système. On avait un effet pervers, c'est qu'on se crée... Avant, quand je faisais des profils, j'étais très frustré parce que j'avais à 7-8 cm, j'avais des bandes comme ça du béton. Je vous prie croire, quand vous travaillez en été, un travail d'été sur les sols très, très séchants comme on a eu cette année, catastrophique pour les sols. C'est catastrophique pour les sols. Parce que vous avez des outils qui sont extrêmement perforants, mais en fait, vous faites un lissage terrible. Terrible. C'est dans le sec. C'est pire qu'un mauvais travail d'automne.
pire qu'un mauvais travail d'automne. Parce qu'automne, vous avez l'humidité, donc vous en sortez. Mais l'été, quand vous travaillez sur du béton, vous faites un travail mortel. Enfin, voilà. Ça, il faut en avoir conscience également, quoi. Du coup, avant, en fait, on est quasiment jamais de mulot sur nos terres parce qu'on travaillait les sols légèrement comme cela. On accompagnait, on ne déstructurait pas, on accompagnait la vie biologique comme cela. Ça marchait bien. Par contre, l'été, c'était épuisant. Moi, je le dis, je partais en vacances, j'étais rincé. Parce qu'on travaillait la nuit et tout pour semer nos couverts. Nous, on a fini la moisson, on a fini de semer nos couverts. Mais par contre, on est sur des rythmes de travaux très, très élevés. Voilà. Au 10 août, on a fini tous nos semis. Et c'est épuisant. Et du coup, là, le semoir à dents, cette année, je suis parti en vacances, j'étais en forme. Au 15 août, on est parti en vacances, j'étais en forme. Voilà. Parce que c'est pas le même rythme. On évite plein d'heures de tracteur qui nous épuisent, quoi. Et j'ai augmenté mon tonnage de biomasse à l'hectare. Voilà. Par contre, j'ai eu un peu plus de mulots. Mais les mulots, je m'en suis bien occupé. On s'en est bien occupé. On est passé 3 fois là, dans les parcelles qui étaient en délicatesse. Par contre, ce que je m'aperçois, c'est qu'il faut qu'on fauche les chaumes. Voilà. Et pourquoi faucher les chaumes? Vous ferez l'essai, hein. Vous repenserez à moi quand je vous dis ça. Quand vous avez des éteules qui font même 10-15 cm, vous prenez votre main comme ça, hop, et vous appuyez. Vous simulez en fait un rapace qui chasse dans les éteules. Vous allez voir ce que ça fait. Les étals, c'est comme si vous avez des bâtons comme cela, ça vous perfore. Donc en fait, les rapaces ils arrivent à chasser, mais ils ont 50% de perte de prise. Donc du coup, ils font pas le boulot, ils s'épuisent. Et du coup, ils abandonnent vos parcelles, ils vont les chasser ailleurs, là où c'est plus simple. Alors qu'il y a beaucoup de mulots. Et quand vous fauchez, vous faites sol nu, je pourrais croire que les rapaces, ils chassent. Hein. Enfin, on a fait quelques montres comme cela, c'est spectaculaire, les rapaces chassent, vous n'avez pas de dégâts de mulots. Et c'est pareil, il n'y a pas que les rapaces, hein. Les renards, ils viennent plus chasser chez vous, les sangliers pareil, parce que les sangliers n'aiment pas les éteules. Enfin, ils n'aiment pas se piquer le groin avec les éteules. Enfin, quand vous avez compris ça, vous avez tout compris, quoi. Les sangliers, vous ne pas les avoir non plus. Oui. Pourquoi ne pas mentionner plus bas les pas dans la boue, on va les trouver. Parce que tu sais, même tu dis mettre à ras du sol, nous on a comme des. Enfin, ce qui se passe, c'est que quand tu rentres dans du semis direct, tu vas voir, mais les blés ne sont pas comme ça. Hein. Les blés, ils sont hauts comme ça. Parce que les plantes sont beaucoup plus costauds, donc tu as beaucoup plus de biomasse dans le blé. Donc déjà, couper à ras, c'est chaud. Après, quand tu as une moissonneuse qui arrive, qui dépote, il faut envoyer, quoi. Donc tu es obligé quand même de couper relativement haut pour passer, quoi. Enfin, et haut, c'est 10-15 cm. Et en dessous c'est compliqué. Et même si tu es en dessous, tu es embêté avec... Après, ça fait trop de paille au sol. Les semoirs à dents, et la herse à paille, elle travaille bien également quand tu as un peu de chaume. Si tu as trop de chaume, en fait, ta herse à paille, elle fait râteau. Donc là, pour attester pas mal de choses, on est condamné à faire cela. Hein. On récolte à 10-15 cm, herse à paille, ça fait un super boulot. Et après, on va dans les parcelles où on sait qu'on a des mulots, faucheuses. Et donc là, place nette. Comment? Plusieurs fois la herse à paille. Non, la herse à paille, on peut la passer qu'une seule fois. Voilà. La herse à paille, en fait, ce qui passe, le premier passage, on défibre les pailles, d'accord? Et on explose les pailles, mais on expose les pailles également qui sont en hauteur. Et le fait que vous ayez des pailles en hauteur, ça vous maintient à la paille. Quand vous passez à le deuxième, vous faites râteau. Là, vous emmenez... Quand vous faites 20 mètres, vous dites, ah d'accord, je fais râteau. Et vous pouvez faire tous les réglages que vous voulez, l'herse à paille ne se passe qu'une seule fois. Combien de temps pour la moisson? Ça, idéalement le plus vite possible. Mais après, ce qui se passe, c'est... le plus important, c'est de le faire quand on a les conditions pour moissonner, on a les conditions pour passer l'herse à paille. Donc on passe toujours l'herse à paille sur des pailles qui sont ressuyées, pour mieux les briser. Et donc en fait, souvent, on arrive à faire l'herse à paille de 10h à 10h30, 11h à 20h, 21h. Quoi. Après, dès que la rosée monte, c'est fini. Quoi. Et vous avez des gros débits de chantier. Hein. Vous en trouvez à louer également. Là, une 8 mètres, vous roulez à 15, vous alignez les hectares. Hein. C'est très rapide et économiquement, ça vaut vraiment le coup de le faire. Tout est simple derrière. Quand vous implantez derrière, semoir à dents derrière, c'est du gâteau. C'est vraiment du gâteau. Mais avant, il faut que la moissonneuse-batteuse ait bien fait son job de bien répartir les pailles. Ça, c'est fondamental. Réglez bien vos machines, quoi. Menu paille. Renvoyez les menus paille dans le broyeur. C'est très important. OK? Oui. Vous avez de la matière organique extérieure ou pas?
Comment? Vous avez de la matière organique extérieure? Non. Non, non. Après, c'est un choix aussi. Hein. Idéalement, si j'avais de la matière organique à pas cher autour, je la ramènerais. Voilà. Mais sur la ferme, on est vraiment dans une logique de production de biomasse avec nos couverts. Et moi, j'ai été très déçu de certains composts que j'ai achetés à l'extérieur qui ont sali ma ferme. Et en plus, ils venaient de Belgique. je vous assure que c'est vrai. Non, mais c'est vrai en plus. Et j'ai du salissement que je n'avais pas avant, qui est apparu incroyable. Quoi. Et donc, du coup, en fait, c'est peut-être un... Mais je me suis dit, je souhaite maîtriser la qualité de mes apports. Et donc, quand on se dit ça, c'est soit on se développe une plateforme de compost et on composte soi-même des choses, des flux qu'on maîtrise, soit après on produit de la biomasse dans ses parcelles, quoi, avec des couverts. Et c'est un choix. Après, si vous avez des opportunités, si vous avez un élevage et tout, vous pouvez composter et tout, vous allez faire du super boulot. Hein. C'est encore mieux. Sur votre sprinter, le Smart Adam, vous avez un Smart outil de graines, j'ai vu à l'arrêt. Ça, c'est celui de mon collègue. Nous, on n'en a pas. Ah oui. Ouais. Alors, en fait, c'est pareil. En fait, Votre trèfle blanc, vous le mettez en mélange avec votre compost ouais. à la même profondeur. Ouais. Ce qui se passe avant, on a toujours sur l'avatar ou sur le Smart avant, on avait toujours on avait triple trémie. Là, plus on avance, moi je fonctionne qu'avec 2 trémies tout le temps. Voilà. Mes collègues, parfois, ils utilisent la petite trémie, mais en fait, plus on avance, moins on fait fonctionner la 3e trémie. Parce que, en fait, plus vous avancez, plus vous aimez les choses simples. Hein. Les choses simples, c'est les choses qui marchent, je prie croire. Quand vous avez 3 trémies, c'est compliqué. C'est compliqué. 3 trémies, c'est compliqué. Parce que ça fait encore un nouveau flux. 3 débits, c'est encore un 3e réglage. Il faut vérifier qu'elle soit toujours pleine, votre trémie. Enfin, les 3 trémies. Souvent, parfois, vous êtes 3 descentes. Enfin, 2 descentes, mais 3 alimentations différentes. Tout ça, c'est trop compliqué. Donc là, ce qu'on fait, c'est il y a une trémie pour la fertilisation, une trémie pour les semences, et les semences, on mélange tout ensemble. Même le colza. Colza, nous, on a mélangé tout, les févroles, colza, et les colzas sont très bien implantés, c'est pas un souci. Par contre, c'est un mélange qu'on a fait à la main pour le colza. Pour les autres couverts, on fait des gros mélanges et voilà, ça roule. Quoi. Quel budget vous octroyez pour vos couverts? Pour les 14-15 espèces. Pour les couverts, nous, on est entre 30 et 35 euros. Et on a 50% de notre couvert qui est échangé avec des collègues. En fait, on échange 50% et tout ce qui est compliqué en semences, on achète à l'extérieur. Okay. Mais souvent, même pour les févroles en pur, tout ça, on est sur ce budget-là à l'hectare. Pour faire simple, c'est autour de 30-35 euros en couvert et une trentaine d'euros de ferti à chaque fois. OK? Frédéric. Comment? Ouais. Alors, on le verra à la fin. pH, on me l'avait dit, mais nous on l'a vu, j'étais très surpris le printemps passé où on a fait les analyses de sol. En fait, on a réussi à corriger le pH uniquement avec les couverts et la réduction du travail du sol. Et on a eu 2 phénomènes. On avait des pH qui étaient plutôt, qui étaient autour de 8. En fait, on a fait un gain de 0,5 dans les 2 sens. Et on rentre vers le rééquilibrage. C'est qu'on avait des pH qui étaient très acides, qui sont remontés de 0,5, et on avait des pH qui étaient autour de 8, on les a descendus de 0,5, et sans chaulage. Voilà. Après, on aurait dû faire du chaulage dans certaines parcelles. Il y a certaines parcelles là où on va en faire ce printemps-là, parce que en culture de printemps, on n'a pas de souci, ça passe très bien. Culture d'automne, et notamment à la reprise en ce moment-là, ça peut être très compliqué. Et dans ces parcelles-là, ce que l'on fait, c'est qu'on passe le semoir à vide, juste pour casser... Parce qu'en fait, ça vous fait des croûtes d'acidité, et on passe le semoir à vide le printemps dans ces parcelles-là, et les cultures repartent. Et ça fait 2 fois qu'on l'a... Parce que nous, on a des zones comme ça dans certaines parcelles, dans des grandes parcelles, ça peut être 2-3 hectares sur les cultures qui ne repartent pas, qui bloquent, et qui sont liées à des ronds d'acidité, en fait. On connaît ces ronds-là maintenant. Et le fait de passer le semoir à vide, on crée une très faible minéralisation, et ça permet de sauver les cultures comme cela. On l'a fait un peu par hasard en voulant faire du sursemis dans des cultures. On s'est aperçu que nos cultures repartaient quand on passait avec le semoir. Et même sur notre sursemis ne partait pas bien, nos cultures repartaient. Et voilà. Donc très étrange, mais en tout cas, c'est des choses qui marchent. Et du coup, le calcium et le magnésium arrivent comment sur la fin? Avec les couverts, je ne sais pas. Nous, on ne s'en occupe pas en fait. Voilà.
Peut-être qu'on devrait, je ne sais pas. Après, le rendement suit, on ne se pose pas de questions, ça marche. Donc, bon. OK. Peut-être une petite question. Dans la technique de gestion des chaumes, vous passez 2 fois, donc le hertz plus alors un fauchage. Oui. N'est-ce pas alors autant passer avec un genre 4 légèrement, 2-3 cm, pour essayer d'épuiser le stock de semences en même temps? Pourquoi pas? On fait tout d'un coup alors. Stock de semences, en fait, c'est la RSA paille, elle fait une sorte de fausse mie, hein, parce que les dents sont extrêmement rigides. Enfin, j'ai une vidéo après, vous allez voir. Mais après, oui, pourquoi pas. Enfin, il faut qu'on trouve une solution. On n'a pas encore la solution. Là, on va tester les faucheuses sur de plus grandes surfaces. C'est un peu de boulot, mais bon, par rapport à gérer des mulots à la main, c'est autre chose. On avance, qu'il est. Enfin, vous avez une question encore? Au niveau du 1846 que vous apportez sur la ligne, vous n'avez pas peur de l'effet néfaste sur la faune du sol? Disons que toute la fertilité minérale, moi je ne suis pas extrêmement fan. Voilà. Mais après, dans nos systèmes, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faut faire tourner le volant d'autofertilité, il faut alimenter, quoi. Donc, on n'a jamais eu de brûlure. Le maximum qu'on monte, on monte jusqu'à 120 kg en Amitra 33 en 1846. On n'a jamais eu de brûlure. Bon, voilà. Après, c'est pas le top, mais il en faut. Ça, je vous confirme. OK? Au total, je vous interromps, au total, depuis dans votre système, vous utilisez plus d'azote qu'avant? Ah oui, indéniablement. Mais on produit plus de biomasse aussi. Ce qu'il faut comprendre, hein, quand un couvert, vous devez mettre 10 unités par tonne de paille que vous avez devant. Donc si vous avez un blé à 4 tonnes, il y a déjà 40 unités à envoyer. Et après, pour produire une tonne de matière sèche de couvert, souvent c'est 7-8 unités par tonne de matière sèche produite. D'accord ? Donc si vous êtes à 4 tonnes, allez, ça fait 30 unités, plus 40, on est quasiment à 70 unités, si vous êtes en semi-direct pur. D'accord ? Si vous êtes si vous avez des techniques où vous êtes en TCS pour implanter vos couverts, bah là, le volume de paille va être dilué. Enfin, je pense que vous aurez besoin de la moitié, ça passe. Avant, on ne fertilisait pas à ce niveau-là. Maintenant, le fait de passer en semi-direct pur, on a encore augmenté nos doses d'azote. Et voilà, et on voit qu'on a... on a encore fait des bandes d'essai cette année, on voit concrètement qu'il faut être à ces niveaux-là, quoi, si on veut cracher. Sinon, vous êtes sur des niveaux de biomasse pas suffisants. Et souvent, en fait, pour produire des couverts d'été, il ne faut pas beaucoup d'eau. 60 mm, ça suffit. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau sur le cycle, sur les 100 jours. Par contre, il vous faut de l'eau au démarrage. C'est-à-dire qu'il vous faut 7-8 mm pour faire marcher la fertie. D'accord ? Et après, il vous faut une cinquantaine de millimètres répartis. Au début, c'est bien utile, puis après, c'est parti, quoi. Mais 60 mm, ça suffit amplement. Par contre, un truc qui est fondamental, c'est qu'il faut l'azote. Il faut l'azote fonctionne, donc il faut l'azote couplé à la pluvio qui arrive derrière. Et il ne faut pas trop d'azote. On va en parler après. Donc il faut vraiment piloter l'azote au plus fin. Autant dans les cultures, on est rigoureux, mais pas extrêmement. Pour les couverts, je suis extrêmement rigoureux sur mes apports d'azote et d'apporter la juste dose par rapport au reliquat de ma culture passante. Et ça, c'est très très important. OK ? Là, actuellement, tu penses que ton taux de matière organique augmente? Je te confirme qu'il augmente. Ouais. Donc en fait, si son taux de matière organique il augmente, il est obligé d'augmenter son azote. Donc c'est lié à 1% de matière organique en plus, c'est une unité d'azote. Donc, puis après, ça va restituer plus. C'est... Jusqu'à un équilibre. Hein, ouais.